RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RMC le dimanche matin. Vous le savez, De quoi je me mail donc à la radio, mais aussi sur YouTube, aussi sur 01 TV et puis dorénavant sur les box, sur la chaîne 01 TV. Je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous dédié à l'actualité du week-end avec tout à l'heure, Bouygues Télécom. On recevra l'un des porte-parole de Bouygues Télécom, le directeur général de la branche grand public sera à mes côtés. On parlera de 5G bien sûr, on parlera de la nouvelle box Wi-Fi 6 de Bouygues et puis aussi de la stratégie de Bouygues Télécom dans tous ces challenges que sont la fibre optique et puis bien évidemment la 5G. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence avec le club de la presse IT. L'actu de la semaine décryptée par Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com bien sûr, que vous connaissez. Et puis Emmanuel Paquette aussi, vous connaissez bien, qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. En renfort donc pour décrypter l'actu de la semaine. Emmanuel Paquette que vous pouvez lire dans l'Express. Nouvelle formule depuis quelques semaines bien sûr. Oui. Et puis évidemment sur le web aussi, sur votre mobile. On va commencer, les amis, par Apple, qui, alors bon, c'est une info un peu économique, mais qui nous intéresse malgré tout. Apple qui a fait un carton au niveau financier pour le dernier trimestre. Tout à fait, donc le trimestre des fêtes, c'est en général, historiquement, c'est la fête, effectivement, c'est là où en général les marques tech vendent le plus d'appareils et c'est le cas effectivement chez Apple puisque son chiffre d'affaires du quatrième trimestre est complètement historique, c'est le meilleur trimestre d'Apple de son histoire avec 91,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est quand même gigantesque. C'est au-dessus des prévisions d'Apple avec un bénéfice net de 22 milliards de dollars, donc vous voyez un petit peu la marge que se fait Apple sur ses produits. Ça se répartit avec d'un côté le matériel qui est 79 milliards de dollars. Donc au niveau du matériel, c'est toujours l'iPhone qui est le gros des ventes, avec quand même une progression à noter de 7,6% des ventes d'iPhone. Les ventes d'iPhone avaient un petit peu stagné ces derniers temps. Et c'est notamment l'iPhone 11 qui est le modèle le plus vendu de ce trimestre-là. Et puis surtout, il y a deux grands gagnants dans les résultats d'Apple ce trimestre. C'est la catégorie Wearables, Home et Accessories. Donc, c'est celle qui contient les AirPods et les Watch. Là, c'est carrément un carton puisque c'est 37% de progression, 10 milliards de dollars. Et les services avec 12 milliards de dollars et 17% de progression. Donc, on voit que Apple arrive à faire en sorte de trouver des nouveaux relais de croissance après l'iPhone et notamment les services. Apple, c'est 1,5 milliard d'appareils actifs en circulation. Donc, imaginez... voilà, les services, c'est quoi? C'est cloud, c'est évidemment. Le cloud, c'est Apple Music, c'est Apple TV+, aussi. Donc voilà, c'est vraiment tous ces nouveaux services qui ont été lancés depuis quelques mois, quelques années, et qui permettent à Apple de contrebalancer parfois la stagnation de certains secteurs. Très bien, Emmanuel, des résultats époustouflants pour Apple. Oui. Alors après, il y a deux petites mauvaises nouvelles. Il faut bien trouver quand même un truc qui ne va pas. Exactement. Donc il y a les ventes d'iPad qui sont fortement en baisse. Là, on est à moins 11%. Et les ventes de Mac. Il y a eu un énorme bouton sur le front, mais bon, voilà. Ça y est, c'est fini, il est parti. Et les ventes de Mac aussi qui baissent un peu de moins 3%. D'accord. En revanche, ce qui est à noter, c'est ce que disait aussi Jean-Sébastien, dans les services, il y a quelque chose qui rapporte de plus en plus d'argent, c'est notamment Apple Pay. Je trouve que cette semaine, Apple a annoncé avoir signé avec la dernière grande banque française. Donc toutes les grandes banques françaises aujourd'hui sont représentées dans Apple Pay. Qu'est-ce qu'est le business model derrière d'Apple? C'est qu'à chaque transaction qui est faite sur un iPhone, ils prélèvent une commission. Alors quand on leur pose la question, Apple dit on ne donne pas les montants, etc. Le chiffre qui circule en moyenne, c'est 0,001% du volume des transactions. 0,001 d'accord. Des transactions faites sur un iPhone. Alors dit comme ça, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais bon, avec des volumes. Plus quelques centimes. Voilà, tout en sachant qu'effectivement, le pouvoir d'achat d'un propriétaire d'iPhone généralement est plus élevé, donc il dépense plus. Donc effectivement, dans les services, il est noté que la musique, d'une part, Apple Music a atteint un record, mais aussi les systèmes de paiement via Apple Pay qui aujourd'hui génèrent quand même pas mal de cash pour Apple. Il y a eu beaucoup de questions des analystes financiers autour d'Apple TV+, parce qu'on ne connaît pas encore l'impact dans les services d'Apple TV+. Et là, pas vraiment de réponse de Tim Cook et du directeur financier. Les deux ont dit, alors c'est compliqué parce que
Aujourd'hui, vous achetez un nouvel iPhone ou un nouvel iPad, Oui, vous avez 1 an gratuit. 1 an gratuit, donc il y a ce qu'ils appellent un bundle, c'est Ouais. intégré. Donc comment ça, on le compte dans les services, c'est compliqué. Et puis à côté de ça, vous avez les gens qui s'abonnent. Et là, ils ont dit, on vient juste de commencer, donc on donnera des chiffres probablement au prochain trimestre. Donc le deuxième trimestre pour Apple qui se termine à la fin mars. Puis bon, c'est le début d'Apple TV+, hein, Tout à fait. voilà, on peut imaginer que tout ça est encore assez embryonnaire. Exactement. Pour revenir sur Apple Pay, moi, il y a un truc assez amusant, c'est que je me souviens, il y a encore quelques années, les principales banques françaises qui disaient mais non, on n'aura pas Apple TV parce Exactement. que voilà, Apple c'est Pay, un Apple petit peu Pay. nous court-circuiter, etc. Et puis finalement, avec le temps, eh bien, le bras de fer entre Apple et les banquiers français, c'est Apple qui l'a gagné. Hein. Oui, et ce qui est Mine de d'autant rien. plus étonnant, c'est Ouais. qu'aujourd'hui, les volumes de transactions sur smartphone, quand on paye avec son Mhm. smartphone en France, c'est juste 1%. Donc c'est Oui, c'est ridicule. ridicule. Mais Donc il y a un potentiel. il y a un potentiel énorme. Alors de ça augmente progression. très très vite, et surtout ça augmente très très vite auprès d'une population plutôt jeune, plutôt les Oui, millennials, il y a mais une pas vraie demande seulement. des clients des banques, justement, alors des Exactement. néobanques et des banques comme ça. Exactement, parce que ça déringardise un peu la vieille Exactement. banque à papa, ou à Ouais. la mienne également, pour le coup. Donc effectivement, pour elle aussi, c'est un moyen de rajeunir l'image d'une banque, de dire qu'ils sont un peu dans le coup et de toucher des plus jeunes Oui, qui oui. aujourd'hui ont tendance à partir, effectivement, comme tu le disais, Ouais, vers j'ai- Revolut ou N26. J'ai vu dernièrement la Poste même qui fait des pubs à la télé Oui. pour dire que c'est compatible Apple Pay. C'est l'argument principal de la pub en soi. Exactement, Donc c'est assez impressionnant de voir comment ils ont changé de communication sur ce point-là. Ouais. Voilà, l'actualité d'Apple qui est très riche, hein, avec les 10 ans de l'iPad aussi. Hein, rappelez-vous, il y a 10 ans, C'est vrai. Steve Jobs s'installait sur son petit canapé sur scène Mhm. et présentait son iPad. Voilà, c'est dingue. Hein, c'est rigolo parce qu'on se rend compte qu'au départ, on avait énormément de promesses concernant l'iPad Tout qui à n'ont fait, pas forcément toutes été tenues. Notamment autour de la presse. Voilà, autour de la C'était, presse, ouais. effectivement, on disait que ça allait révolutionner la presse. Alors, Ouais, je ne sais tout à pas fait. si tu peux me confirmer que ça n'a pas forcément révolutionné Non, la pas presse. vraiment, non. non. Mais bon, voilà, et c'est quand même intéressant de voir que l'iPad finalement a trouvé sa place, hein, Mhm. même si c'est peut-être pas celle qu'on imaginait il y a 10 ans. Mais c'est assez intéressant. Pour rester du côté d'Apple, Jean-Sébastien, on va évoquer le coronavirus, Eh oui. voilà, qui évidemment inquiète tout le monde entier en termes on va dire, de questions sanitaires, mais aussi pour inquiéter Apple. Et oui, tout à fait. Apple et d'ailleurs aussi tous les autres fabricants et constructeurs qui font assembler leurs produits en Chine. Là, c'est une info de Nikkei, le journal économique japonais, qui annonce que les objectifs de production d'Apple pourraient ne pas être tenus en fait prochainement. Alors, les usines de Foxconn et de Pegatron, qui sont les deux gros sous-traitants d'Apple, sont pas vraiment dans la région du Wuhan, mais ils sont proches de Shenzhen et de Shanghai, et il y a quand même des dizaines de cas, voire maintenant des centaines qui ont été signalés aussi dans ces régions-là. C'est les vacances du Nouvel An en ce moment en Chine. Le gouvernement a tendance à les étendre pour justement faire en sorte que les gens restent plutôt chez eux. Et Apple, en plus, a récemment demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production de 10% de ses iPhones, parce que comme on l'a vu, les résultats sont excellents et il y a une vraie demande autour des iPhones. Et d'ailleurs, ces prochains mois, c'est 80 millions d'iPhones qui devraient être fabriqués, dont 15 millions seraient des iPhone 9, l'iPhone qu'on attend au mois de mars et qui pourrait être en retard à cause justement de ces retards sur les usines. Alors quand tu dis des iPhone 9, c'est pas des iPhone 9 qui ne sont pas Alors d'occasion. l'iPhone numéro 9, C'est l'iPhone numéro 9, Tout à fait, voilà, l'iPhone bien sûr. Parce que SE2, forcément, quand ils fabriquent des tout à iPhones, fait. ils sont neufs. exactement. Mais le Oui, oui. 9, ça serait en fait le nouvel iPhone. On en a parlé il y a très peu Exactement. de temps, Low qui cost. pourrait sortir en mars prochain. Voilà, C'est tout ça. à fait, autour des 500 € à peu près, et qui serait a priori donc un gros carton dans les Mm. prévisions d'Apple, puisque 15 millions sont attendus, mais reste à voir maintenant si les délais de fabrication seront tenus. Voilà. Bon, là aussi, est-ce qu'un virus peut être une espèce de grain de sable dans les rouages hyper huilés d'Apple? Là, en l'occurrence, Tim Cook l'a confirmé à la conférence des analystes financiers lorsqu'il a divulgué les chiffres du premier trimestre d'Apple. Donc, il a confirmé deux choses. Un, qu'ils avaient des fournisseurs à Wuhan, dans la province. Donc, pas seulement dans des zones éloignées, mais directement celle qui est touchée aujourd'hui par le coronavirus. Et donc, ils ont des problèmes de fournisseurs à ce niveau-là. Deux, ils ont confirmé qu'il y aurait un énorme écart. C'est la première fois qu'il y a un écart aussi énorme sur les prévisions du prochain trimestre. Je crois que c'est entre 4 et 5 milliards d'écart entre les deux prévisions basses et hautes. Ils ont même confirmé qu'ils avaient fermé un Apple Store en Chine, Oui. de crainte que cet Apple Store soit contaminé.
et que effectivement plusieurs fournisseurs aujourd'hui étaient un peu en rade. Donc ils disaient qu'ils auraient un peu plus de visibilité après le 10 février et qu'ils interdisaient en fait les gens d'Apple Amérique de faire des voyages en Chine, ou en tout cas de les limiter au maximum, le temps d'avoir un peu plus de visibilité. Donc on voit qu'Apple, ils sont très prudents sur la crise du coronavirus en Chine et de l'impact que ça peut avoir sur leur vente, notamment de l'iPhone, comme tu le soulignais, Jean-Sébastien. Donc effectivement, il y a un impact, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va être mineur ou majeur? Aujourd'hui, Apple est incapable de le prédire. C'est rigolo qu'un virus impacte un oui. iPhone et que ce soit pas un virus informatique. Oui. C'est en plus C'est vrai. incroyable, c'est dingue. C'est vrai. On vit une époque assez troublante quand même. On reste dans le monde du smartphone, on reste du côté de la Chine, Aussi. avec une marque qui va bientôt, encore une, j'ai envie de Oui. dire, encore une marque qui va arriver en France et en Europe. Tout à fait. Alors, vous connaissez certainement OnePlus, certainement Oppo aussi, plus récemment Realme, qui est une marque un peu plus low cost, on va dire. Eh bien, il faut vous attendre à voir débarquer maintenant en Europe Vivo, bientôt, qui est la 4e marque du groupe chinois BBK. C'est le même groupe qui possède toutes ces marques-là. Il y a une conférence de lancement qui va être organisée à Barcelone au Mobile World Congress le 23 février prochain, où Oppo devrait présenter donc son Apex 3, qui est son modèle très haut de gamme, le premier modèle d'Apex. Alors non pas Oppo mais Vivo, parce que Pardon, tu as dit Oppo. excuse-moi, c'est oui, Vivo, tout à fait. hein, Vivo, d'accord, parce que excuse-moi. maintenant, alors ça va nous arriver tout Alors le oui, temps, c'est ça. on va confondre les Oppo, les Vivo On et parle tous bien de les Vivo. autres. Voilà, donc le Apex 3 de Vivo. Alors souvenez-vous, le premier Apex était le premier téléphone à avoir une caméra pop-up, donc il sortait vraiment du cadre pour ne pas justement avoir de caméra intégrée dans l'écran, et aussi le premier à avoir un capteur d'empreinte intégré sous l'écran. Donc c'est plutôt des innovations assez importantes pour ce constructeur. Maintenant, il faut Qui savoir... après ont été reprises chez Oppo, Bien sûr, tout à fait. chez OnePlus aussi pour certaines, je crois Oui, bien. le capteur d'empreinte dans Le capteur l'écran. d'empreinte, Tout à fait. ouais, voilà. Ouais, exactement. Et maintenant, il faut voir quel va être le positionnement de Vivo. Parce que OnePlus donc, joue un peu la carte geek, Realme, il casse les prix, Oppo, ils ont une espèce d'image grand public. Donc, où va se situer Vivo là-dedans? On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, on constate que les constructeurs chinois s'engouffrent un petit peu dans le vide laissé par Huawei. Et on verra ce que ça donne au niveau des ventes dans quelques mois. C'est pertinent de lancer une nouvelle marque, ça sert à quoi en fait? Bah, Surtout ça fait partie. quand elle provient du même groupe, c'est ça qui est étonnant. Oui, effectivement, mais c'est vrai qu'après, la Chine a quand même un programme de lancer ses marques en dehors des frontières, après s'être consolidée sur le marché national, sur le marché chinois. C'est le programme donc China 2025. Donc l'idée, c'est le politique, le gouvernement veut pousser au maximum les grandes entreprises chinoises à attaquer les marchés, les différents marchés, notamment l'Europe, puisque c'est le plus simple pour eux, avant d'attaquer éventuellement les États-Unis, où là c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est normal qu'ils essaient d'imposer des marques avec normalement des positionnements qui, effectivement, comme le disait Jean-Sébastien, qui peuvent être différents pour attaquer donc du haut de gamme, par exemple avec Xiaomi, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que Xiaomi est en frontal quasiment avec Apple aujourd'hui, hein, ils se rêvent en Apple chinois, et puis d'autres marques qui sont plutôt sur de l'entrée de gamme ou du moyen de gamme, comme effectivement Oppo, dont on parle, OnePlus, et puis là, visiblement Vivo. Donc là, on va voir où ils vont se situer. Effectivement, ça, c'est une vraie question. Généralement, c'était des marques pendant longtemps qui travaillaient avec les opérateurs en marque blanche, donc ils faisaient des téléphones Orange, des téléphones SFR ou Bouygues. Bien sûr, comme ZTE aussi, Comme et ZTE comme pendant Huawei longtemps. aussi, qui a Et commencé Huawei au comme début, ça, voilà. il y a quelques années. Et puis maintenant, qui sortent des marques et qui veulent des marques, d'ailleurs des marques qui ont une prononciation, ce qui est étonnant, anglaise, puisque Vivo ou Oppo, ça se prononce assez facilement. Xiaomi, Ouais, un c'est peu moins, un peu pour le coup. un peu moins facile. Huawei, bon, j'en parle pas. Donc, on voit qu'en plus, il y a vraiment derrière l'idée d'internationaliser une marque avec une marque passe-partout et qui puisse être prononcée dans toutes les langues. Donc, on voit le changement d'orientation entre Huawei d'un côté qui s'est lancé très tôt et puis Vivo qui là a une stratégie d'expansion très rapide. Un mot sur Huawei qui souffle à moitié. Alors, c'était pas prévu vraiment, mais on peut peut-être en glisser un mot sur les derniers rebondissements et le fait que Huawei pourrait être autorisé à installer quelques-unes de ces structures techniques sur un réseau 5G d'un opérateur. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Huawei, j'imagine, même s'il y a beaucoup de mais dans cette histoire-là, hein, d'après ce que j'ai compris, Emmanuel. Oui, et puis ça dépend des pays, en fait. En gros, la semaine dernière, il y a un des responsables américains de la sécurité nationale qui a fait sa tournée de tous les pays européens. Donc, il est passé en France, puisqu'il a vu des journalistes à l'ambassade américaine. Il est parti en Croatie, je crois, pardon, pas en Allemagne, en Angleterre, pour faire une ultime pression auprès des différents gouvernements en disant « n'autorisez pas Huawei sur la 5G ». Il se trouve que là, la France avait déjà pris un peu les devants en mettant un système mi-figue, mi-raisin, en gros, en disant
pourquoi pas, mais sous autorisation et dans certaines zones géographiques. L'Angleterre, là, le Royaume-Uni, il y a quelques jours, a été un cran plus loin en disant on va le caper en termes de part de marché, c'est-à-dire que Huawei ne pourra pas avoir plus de 35% de part de marché et surtout ne pas être dans certaines zones géographiques sensibles, donc des zones de décision économique. D'ailleurs, c'est un sujet de tension entre Boris Johnson et Donald Trump. Exactement, parce que visiblement... les États-Unis ont demandé hier à ce que l'Angleterre révise son jugement, revoie sa copie. Pour l'instant, ça semble pas être le cas. C'est étonnant. Hein. Mais nous, on suit plutôt la position quand même anglaise, même si on n'a pas les 35% de part de marché. En gros, officieusement, la France dit Huawei, on n'a pas le droit d'installer des antennes à certains endroits, donc l'Île-de-France notamment, Toulouse, là où il y a Airbus, donc des zones un peu sensibles, ou des zones où il y a des bases militaires, par exemple. En revanche, dans d'autres zones, Huawei est peut-être autorisé sous accord de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Voilà, tout ça est assez complexe mais passionnant, hein, parce que évidemment derrière tout ça, il y a un calendrier pour les opérateurs télécoms à tenir. Hein. En 2020 devrait être l'année du lancement de la 5G, mais si on n'a pas les équipementiers réseau qui sont prêts, en tout cas ils le sont, mais il faut que les opérateurs puissent s'en servir. Alors il n'y a pas que Huawei, il y a Ericsson, il y a Nokia, etc. Mais certains opérateurs disent que Huawei a quand même une légère longueur d'avance par rapport aux autres. Est-ce que c'est vrai ça aussi Ça, c'est difficile à savoir. En revanche, ce que dit Orange, c'est que Nokia et Ericsson ne suivent pas vraiment les demandes des opérateurs. Ils n'arrivent pas à fournir. Ils n'arrivent pas à fournir. Et voilà, parce que tout le monde veut maintenant de la 5G. Exactement. Exactement. On enchaîne avec Facebook qui ouvre les vannes concernant on va dire la personnalisation de ses services, oui, pour l'utilisateur. Oui, en fait, Facebook va vous permettre vraiment de contrôler tout ce qu'il collecte partout sur vous, sur le web. C'est-à-dire, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé ça en personne cette semaine, donc c'est vous dire l'importance de ça. C'est le lancement de l'outil Activité en dehors de Facebook, il s'appelle comme ça, qui est une sorte de résumé des informations collectées à votre sujet par des sites ou des applications tierces. Elles sont ensuite transmises au réseau social afin de montrer des publicités pertinentes. On sait que c'est le modèle économique de Facebook. Et donc, grâce à cet outil, vous allez pouvoir les déconnecter de votre compte et Facebook va justement prévenir tous ses utilisateurs quand cet outil sera disponible directement sur les comptes de chacun. Donc, ce sont 2 milliards d'utilisateurs qui vont recevoir ces notifications. Voilà, c'est forcément une initiative qui est prise aussi suite à l'affaire de Cambridge Analytica pour essayer de restaurer un petit peu la confiance qu'ont les utilisateurs envers Facebook. Très bien, on verra bien là aussi comment tout ça va évoluer et puis surtout si les utilisateurs vont se servir de tout cela, hein, parce que moi je me souviens qu'il y avait beaucoup de discours concernant Facebook et finalement parce que finalement c'est les abonnés Facebook. En plus ces fonctionnalités, c'est des fonctionnalités qui existent déjà. Voilà. Cet outil, c'est quelque chose qui simplifie la manière de le faire, mais en général, c'est des options que vous pouvez trouver dans les sous-menus de Facebook. C'est toujours un petit peu compliqué. Là, c'est une sorte de mise en avant de cet outil-là. Manuel, on se rend compte que Facebook essaie un petit peu d'arrondir les angles. D'améliorer son image. Hein, après tout, alors d'arrondir quand même ça... un angle, je pense. Pas les angles, parce que mais méchamment écorné. C'est ça. Parce que ce que disait Jean-Sébastien, il y a aussi Facebook Connect. Vous savez, c'est ce système qui permet de se connecter à, par exemple, à plein de services, etc., avec vos identifiants Facebook. Là aussi, il va y avoir effectivement une transparence des informations qui vont transiter sur la plateforme. Donc, ça, on peut que le saluer. En revanche, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses aujourd'hui où Facebook ne s'exprime pas. Notamment, on sait très bien qu'ils vendent des informations à des boîtes de marketing dans le monde réel et qui croisent les bases de données. Ça, on n'aura pas accès à ce genre de choses. C'est-à-dire, si vos achats faits dans la vie réelle, entre guillemets, sont croisés avec des bases de données Facebook, on ne le saura pas. Donc, il y a quand même toute une zone qui reste opaque. C'est pour ça que je disais un coin qui est soulevé, mais pas tous les coins qui sont aujourd'hui... soulevé par Facebook et notamment la transparence a un peu ses limites là pour le coup, mais c'est un pas dans la bonne direction et on peut que s'en féliciter. On va maintenant revenir en France et nous intéresser en fait à la lutte contre le démarchage téléphonique. Le gouvernement, visiblement, prend le taureau par les cornes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la répression des fraudes, elle distribue déjà beaucoup d'amendes contre les acteurs du démarchage téléphonique. Mais pour Agnès Pannier-Runacher, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, c'est pas suffisant. Donc, elle souhaite maintenant recourir systématiquement au name and shame. Donc, les préfets devraient publier les noms des entreprises concernées par ces démarchages abusifs auprès des Français. Une autre mesure, c'est de restreindre aussi le démarchage à certains
certains jours et certaines heures, et aussi augmenter les sanctions pécuniaires. On parle de 75 000 euros d'amende pour une personne physique et 375 000 euros pour une entreprise qui ferait des démarchages abusifs. Oui, c'est vrai qu'il faut taper sur le porte-monnaie là, hein, parce que le démarchage téléphonique, c'est un vrai fléau. Hein. Vous Oui. savez que surtout auprès des personnes âgées Tout à fait. hein, qui sont Souvent visées parce qu'elles sont souvent Voilà. à la maison toute Voilà. la journée, peut-être donc un elles peu sont plus disponibles fragilisées par des aussi. discours aguerris de commerciaux hein, pour changer le toit, les chauffages, les choses comme ça. Et souvent, ça coûte évidemment beaucoup d'argent tout Et ça. justement, dans le domaine de la rénovation énergétique, le démarchage téléphonique pourrait être complètement interdit en fait, parce qu'il y a une augmentation des plaintes de 20% entre 2018 et 2019. Donc c'est vraiment Mmh. un secteur en soi qui est assez abusif. Avec en plus la niche des aides publiques. Hein. Et c'est pour Eh ça oui. aussi qu'il y a cette frontière entre le fait qu'on vous dit, bah, écoutez, vous savez quoi, votre isolation de votre maison va vous coûter 1 euro. Bah, c'est sûr que quand on est un peu naïf et qu'on a ça au téléphone, on se dit, bah, pourquoi pas. Tout à fait. Mais en fait, c'est évidemment, et on peut l'imaginer, beaucoup plus compliqué que cela, parce qu'on n'est pas forcément éligible à toutes les aides, enfin, Exactement. etc. Quelque Mm. chose à dire là-dessus? Non? Non, bah, effectivement, c'est aussi, malheureusement, on va enterrer Blocktel parce que c'était Oui, le tout à fait. Blocktel qui était censé bloquer les appels intrusifs, a été totalement un échec, hein, qui avait déjà été poussé par le gouvernement, les Mhm. gouvernements précédents. On voit qu'ils n'arrivent pas vraiment à réguler, donc ils essaient de trouver d'autres moyens de le faire, sachant que c'est compliqué quand les plateformes sont en plus potentiellement à l'étranger, donc sous une autre Bien sûr, juridiction, évidemment. avec d'autres créneaux horaires, etc. Oui. Donc c'est difficile, mais même les name and shame est compliqué parce que c'est des sociétés qui ne sont pas forcément connues du grand public, c'est des sous-traitants de grandes marques. Donc voilà, mais en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un triplement des amendes, hein, c'est Mhm. 2,3 millions d'euros, je crois, en 2018. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, on tape au portefeuille ce genre de procédé. On va voir si ce nouveau Blocktel-là va fonctionner mieux que le précédent. Le name and shame, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les boîtes, dans les entreprises anglo-saxonnes, enfin dans les gouvernements en Angleterre ou aux États-Unis. C'est moins dans la culture française, mais si ça fonctionne, pourquoi pas. Et on va terminer avec Avast. Alors, si vous avez un PC sous Windows, vous devez connaître Avast, qui est un antivirus gratuit très connu, hein, Tout très à fait. réputé, qui existe depuis de très nombreuses années. Avast qui est dans la tourmente actuellement, Oui, Jean-Sébastien. dans la tourmente, suite à une enquête de Vice et de PC Mag, Avast en fait peut absolument tout savoir de ses 435 millions d'utilisateurs, comme tu disais. 435 Voilà, millions c'est d'utilisateurs. massivement utilisé par les utilisateurs de PC. En fait, ils ont découvert que leurs recherches Google, leur géolocalisation, les vidéos YouTube visionnées, mais aussi le détail de sites sur lesquels on n'a pas envie de savoir que les gens n'ont pas envie de Notre savoir. vie où on va. privée, quoi. Voilà, ça peut être même des sites pornographiques, etc. Toutes ces données-là sont compilées et revendues par une filiale d'Avast qui s'appelle Jumpshot, Oh là là. qui les fournit en fait à des grandes entreprises, qu'il s'agisse de Google, Microsoft, L'Oréal, TripAdvisor, Pepsi, c'est des clients de Jumpshot. Et en fait, ces données-là servent à analyser les comportements des internautes et du coup, à eux, à perfectionner leurs produits pour que les internautes viennent acheter ou consultent au mieux leur publicité. Alors, Avast, évidemment, explique que les données sont complètement anonymisées, même s'il y a des chercheurs qui disent que c'est difficile d'anonymiser complètement des données. Mais en tout cas, depuis l'été dernier, les utilisateurs d'Avast peuvent décocher une case lors de l'installation pour que les données ne soient pas transmises. On peut dire, lorsqu'on installe Avast, Voilà, je ne veux pas que mes données personnelles tout à fait. partent en fait sur les serveurs d'Avast. Exactement, on peut le dire. Et Avast aussi a lancé un programme progressivement à tous ses utilisateurs actuels, donc pas ceux qui installent Avast maintenant, pour justement pouvoir décocher et retirer son accord. Et ce programme est en cours là jusqu'à l'été prochain. Donc progressivement, si vous utilisez Avast, vous allez pouvoir retirer votre accord et aussi le faire, pourquoi pas, si vous allez pareil fouiller dans les menus, etc. Mais voilà, ça ne serait pas notifié en tout cas. Faut pas oublier que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Hein. Et voilà. Emmanuel. J'allais dire, ouais, effectivement. C'est toujours ça. C'est souvent ça. Et puis Avast, c'est pas la première fois qu'ils se font Ouais. prendre un peu les mains dans le pot de confiture de données. Hein. Donc, Oui. ils se sont déjà fait Ils avoir ont un plusieurs gros pot de reprises. confiture, Ils ont en un plus, gros là. pot de confiture. Donc là, c'est vrai que ça commence à s'accumuler. Ouais. Bon, après, si les gens continuent à te faire confiance à cette société, je pense Ouais. que ça va devenir un peu problématique. Mais en même temps, c'est vrai que quand on veut un antivirus, si on veut pas le payer, mais bon, il y a des contreparties. Donc Enfin, il faut cela dit, savoir à quoi on il s'expose. y a le Windows Defender hein, qui est Ouais, tout à intégré dans Windows, qui est, Ouais. qui est un bon antivirus, enfin, qui malgré tout, voilà, fait le job. Après, c'est vrai qu'avec Avast, on peut aller plus loin, etc. Bien sûr. Mais voilà, la contrepartie, Ah bah, c'est c'est que, ça. évidemment, quand c'est gratuit, c'est nous Exactement. le produit. Bien sûr.
Sauf de quoi je me mêle, hein, c'est gratuit, mais vous n'êtes pas le produit. Il n'y a pas aucun souci. Merci beaucoup Jean-Sébastien, Merci François. journaliste à la rédaction de zeronet.com et puis l'Express, représenté dignement et avec Merci, brio François. par Emmanuel Paquette. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle, c'est dans une petite seconde, vous restez avec nous. On va poursuivre avec les télécoms en France et notamment un acteur important, Bouygues Télécom. On va parler 5G de la nouvelle box Wi-Fi 6 de Bouygues avec mon invité qui est le directeur grand public de Bouygues Télécom. A tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.